Réfraction de la lumière. Bonjour, donc dans ce nouvel enregistrement vidéo, on va se concentrer sur les rayons lumineux qui sont transmis d'un milieu à l'autre. Donc on va voir dans un premier temps que la lumière va changer de direction, c'est ce qu'on va appeler la réfraction. Et on va aussi faire une petite parenthèse sur l'absorption, donc le fait que la lumière perd de l'intensité quand elle va dans un milieu autre que l'air. Donc, bon visionnement. On peut mesurer la vitesse de la lumière dans le vide avec une telle précision que c'est maintenant devenu une définition, à partir de laquelle on définit d'autres unités. Donc, par définition, la vitesse de la lumière dans le vide, c'est défini comme étant 2,99792458 fois 10 à la 8 mètres secondes, ou si vous aimez mieux, environ 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Et on lui donne la lettre C pour le définir. Ça, c'est dans le vide. Évidemment, lorsqu'on arrive dans d'autres milieux, ça va être différent. Et pourquoi? Parce que la lumière, c'est une onde électromagnétique et elle va interagir avec les charges libres et les moments dipolaires qui sont présents dans notre milieu. Donc, la conséquence, qu'il va y avoir un ralentissement de la lumière. Donc, la lumière arrive dans un matériau, elle fait bouger les charges et le champ résultant, c'est la somme du champ initial, donc de la lumière, plus le champ qui est produit par mes particules. Donc, le résultat, comme j'ai dit, c'est un ralentissement de la lumière. Donc, la lumière va un petit peu plus lentement. Le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et la vitesse dans un milieu, qu'on va appeler V, la vitesse de la lumière dans ce milieu-là, c'est ce qu'on va appeler l'indice de réfraction. Donc, l'indice de réfraction, N, qu'on note N, c'est égal à C sur V. Donc, plus l'indice de réfraction est grand, plus que la vitesse sera petite. Cet indice-là, il va être plus petit, en fait plus grand que 1, et généralement, ça varie entre 1 et 2,5. Donc, l'air, on considère que c'est environ 1, là, il n'y a pas grande différence par rapport au vide, mais typiquement, c'est facile d'avoir des substances qui vont jusqu'à 2,5, et il y a aussi certaines substances qui ont des indices de réfraction qui sont même supérieurs à 4. L'indice de réfraction, c'est aussi une fonction qui dépend de la fréquence de l'onde. Donc, on sait qu'il y a plusieurs ondes là, qui existent. Eh bien, l'indice de réfraction va dépendre de la fréquence d'une façon qui n'est pas toujours triviale. Là. Donc, ça dépend des matériaux. La fréquence, quand on change de milieu, la fréquence de l'onde, elle reste inchangée. Donc, on peut quand même, c'est pour ça qu'on peut définir ça comme ça. Par contre, la longueur d'onde, elle, va diminuer. Elle va changer. C'est normal qu'elle change parce qu'on sait que la vitesse, c'est égal à lambda fois la fréquence. Donc, si la fréquence reste inchangée et que la vitesse change, il faut que la longueur d'onde change. Donc, la relation, c'est la suivante. Ma longueur d'onde, c'est égal à la longueur d'onde correspondante dans le vide, diminuée, en fait divisée par l'indice de réfraction. Donc, avant de continuer avec la réfraction, on va juste faire une petite parenthèse par rapport à l'absorption. Parce que, oui, lorsqu'on va passer à travers un milieu, il y aura une perte d'énergie. Les matériaux vont absorber une partie de l'énergie. Donc, par exemple, si j'arrive ici avec un faisceau là, qui a une intensité I0, ce qui ressort, ça va être une intensité I1. Donc, il y aura une diminution, et puis je pourrais l'appeler, par exemple, alpha, ou alpha, pas alpha, mais ici A, où mon coefficient est plus petit que1, donc j'aurai comme réduit l'intensité par rapport à l'intensité initiale. Donc là, j'ai une lamelle. Supposons que je suis un peu plus épais, donc j'ai une épaisseur 2 fois plus grande, je pourrais dire que l'intensité qui traverse la première lamelle, on l'a trouvé, c'est A fois I1. Puis là, il faudrait que je parte de cette intensité-là pour dire qu'il y a une même fraction qui est réduite. Donc, autrement dit, I2, ça serait égal à A fois I1, mais I1, c'est A2 fois I0. Donc, vous voyez là, que là, je suis rendu avec le même coefficient, sauf que là, je l'ai mis au carré. Et puis, je peux faire ça avec une troisième lamelle. Là, vous allez vous rendre compte que là, j'ai A3 I0, ou avec une quatrième lamelle, où là, j'aurai à ce moment-là A4 I0.
hein, par rapport. Donc là, j'ai diminué de plus en plus vite. En fait, je pourrais écrire de façon générale I avec N lamelles, ben c'est A à la N fois mon I0, hein, de sorte que ça, c'est une exponentielle. Okay? Que je peux réécrire et qu'on va réécrire normalement sous la forme suivante. Donc, l'intensité en fonction de l'épaisseur, donc la distance parcourue, ben, c'est l'intensité initiale multipliée par une exponentielle décroissante avec un facteur d'absorption, un coefficient d'absorption alpha qui multiplie la distance qui est parcourue. Okay? Donc ça, c'est juste une parenthèse là, qui est connectée avec le fait qu'on change de milieu. Donc là, on revient vraiment à la réfraction qui est en lien avec le changement de la vitesse de la lumière. Donc, supposons que j'ai deux milieux, un milieu 1, un milieu 2, ils ont chacun leur indice de réfraction. J'arrive du milieu 1 avec un certain angle d'attaque, hein, un angle θ1 par rapport à la normale. Donc, j'ai deux rayons ici qui sont parallèles. Je pourrais dessiner aussi un front d'onde. Donc, c'est front d'onde, c'est qu'en ce moment-là, la phase, hein, est la même pour mes deux faisceaux quand je suis sur le même front d'onde. Vous voyez que tout va bien jusqu'à temps que j'arrive à un deuxième milieu. Donc là, dans le deuxième milieu, vous voyez qu'il y a eu un changement. Donc là, je pourrais continuer mon tracé. Donc quand tout est dans le deuxième milieu, ben vous voyez que, encore une fois, j'ai des fronts d'onde qui sont parallèles. Seulement, la direction des fronts d'onde n'est pas la même, de sorte que la direction des faisceaux correspondants ne sera pas la même. Donc j'ai un deuxième angle, θ2. Et là, je vais essayer d'établir un lien entre θ1 et θ2. Donc, pour ça, on va considérer certains triangles. Donc, je vais prendre ce premier triangle-là et je vais le grossir pour que vous voyez ici mon point. Je veux montrer finalement que cet angle-là, qui est l'angle θ2, ben, c'est exactement le même que celui-là. Et comment je fais pour le dire? Ben, je sais ici que j'ai un angle droit. Donc, j'ai un angle droit. Et ça veut dire que cet angle-là plus celui-là, ce sont des angles qui sont complémentaires. Or, ça aussi ici, c'est un angle droit, de sorte que si lui, c'est le complémentaire de lui et que c'est le complémentaire aussi de lui, ben cet angle-là et cet angle-là sont forcément égaux. Donc, c'est égal à θ2. Comme ça. J'ai un deuxième triangle ici, en rose. C'est un peu plus facile ici. J'ai mon angle ici, en fait j'ai cet angle-là qui est θ1. Et puis si je regarde ici, j'ai un angle de 90 degrés. Donc le complémentaire, c'est celui-là. Mais cet angle-là, c'est aussi le complémentaire de celui-là. De sorte que cet angle-là et cet angle-là sont égaux. Donc ça, c'est mon angle θ1, comme je l'illustre ici. Donc à partir de là, on pourrait appeler la distance qui rejoint les deux intersections là, des rayons, on pourrait appeler ça L. À ce moment-là, je pourrais établir, si je connaissais certaines distances, je pourrais établir des relations trigonométriques. Donc, en fait, je peux vous montrer que je connais ces deux côtés-là. Hein? Pourquoi je les connais? Parce que ici, je suis complètement dans le milieu N1. Donc, par définition, la vitesse de mon onde, c'était C divisé par N1, donc sa vitesse. Et le temps de parcours, ben, je pourrais appeler ça delta T. Donc, la distance qui est parcourue, on se rappelle, c'est la vitesse multipliée par le temps. C'est pour ça que je dis que cette longueur-là, c'est C sur N1 fois le temps delta T. De la même façon, ici, mon côté, il est complètement dans le milieu 2. Donc, la vitesse, c'est C sur N2. Et si j'ai parcouru exactement le même temps pour me rendre là, hein, de là à là, j'ai parcouru le même temps que j'ai parcouru de là à là. Donc, à ce moment-là, c'est delta T. Donc, la distance ici, ça correspond à C sur N2 delta T. Donc, je ne sais pas si vous me voyez venir, mais je peux maintenant regarder que valent les sinus parce que le sinus, par définition, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, ici, j'ai que sinus θ1, c'est égal à Cn1 delta T sur L, et que j'ai sinus θ2 qui est égal à Cn2 fois delta T
sur L, que je peux réécrire dans chaque cas comme ça, en mettant le C delta T d'un côté de mes équations. Et là, je peux les comparer parce que c'est exactement, le terme de droite est exactement le même. Donc, j'aboutis à la loi de Snell-Descartes qui me dit que N1 sinus θ1 est égal à N2 sinus θ2. Donc, à partir de là, je pourrais dire qu'il y a une symétrie. Hein. Là, j'ai les rayons qui vont dans cette direction-là, vers le bas, mais je pourrais avoir les mêmes angles si mes rayons allaient vers l'autre côté. Hein. C'est totalement symétrique. Et je pourrais voir aussi qu'est-ce qui arrive lorsque je décide de traverser un prisme. Donc, supposons que je vais réaboutir dans mon milieu N1. Donc, comme on a dit que ça peut s'inverser, je pourrais me tracer une deuxième normale qui aurait à ce moment-là le même angle θ2, hein, parce que c'est des angles alternes internes. Donc, à ce moment-là, j'arrive avec la conclusion que l'angle de sortie, c'est θ1, c'est le même que l'angle d'incidence ici. Donc, j'ai deux faisceaux qui sont parallèles, mais qui sont un petit peu décalés là, en termes de position. OK? Donc, un petit exemple avant de conclure. Supposons qu'on regarde un poisson. OK? Donc, on est à l'air. Donc, on va considérer que l'indice de réfraction est environ 1. Et l'eau, elle a un indice de réfraction de 1,333. Donc, si mon poisson est comme ça, les faisceaux qui arrivent, si j'ai un faisceau qui part du poisson, hein, donc qui réfléchit sur le poisson, et puis avec un angle θ1 par rapport à la normale, ce faisceau-là va être réfracté avec un angle θ2. Puis, on va utiliser la loi de Snell-Descartes pour déterminer cet angle-là. Donc, on sait que N2 sinus θ2 égale à N1 sinus θ1, mais comme mon N2 vaut 1, hein, parce que je suis dans l'air, j'ai sinus θ2 qui est égal à N1 sinus θ1. Pour trouver le θ2, il faut que je prenne la fonction inverse, qui est ce qu'on appelle l'arcsinus. Donc, mon angle θ2, c'est l'arcsinus de N1 sinus θ1. Et là, lorsqu'on le calcule avec la calculatrice, il faut faire attention. Si on a un angle ici en degrés, il faut mettre notre calculatrice en mode degré, sinon on ne trouvera pas la bonne réponse. Donc, si maintenant on a mis notre calculatrice dans le bon mode, on va trouver que ça vaut environ 50 degrés. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si je veux harponner mon poisson, il ne faudrait pas que je le fasse selon ce que mon cerveau suggère, parce que mon cerveau suggère que le poisson, il est ici, alors qu'en réalité, il est plus proche de moi. Donc, je dois tenir compte de la loi de la réfraction. Le poisson est un petit peu plus proche de moi. Donc, en résumé, la vitesse de la lumière dans un milieu s'est réduit par rapport à la vitesse de la lumière et le facteur de réduction, c'est ce qu'on appelle l'indice de réfraction. Ça nous a conduit à établir la loi de Snell-Descartes qui dit que N1 sinus θ1 est égal à N2 sinus θ2. Et finalement, on a eu une petite parenthèse pour dire que l'intensité d'une onde lumineuse va décroître de manière exponentielle lorsqu'elle va traverser un autre milieu que le vide.